Bonjour à tous. Je vais commencer. William Durieux, je suis médecin généraliste avant tout dans une zone rurale. En principe, depuis quelque temps, on doit déclarer nos conflits d'intérêts avec le sujet. Donc vous êtes obligé de me croire parce qu'il n'y a pas de site du gouvernement, mais je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ce sujet-là. Par contre, j'ai quelques liens d'intérêt avec la revue Exercer puisque je suis relecteur pour des articles de pédagogie. Et j'ai un gros lien affectif professionnel avec Anouk, qui a été interne 2 fois dans notre maison de santé et qui a choisi de faire de ce sujet-là son travail de thèse et d'en produire un article que la revue Exercer a bien voulu dans un premier temps publier et honorer aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je vais vous parler de l'article « Personnes en situation de prostitution, études qualitatives sur les attentes et expériences en soins premiers » paru dans la revue Exercer en 2023, issu de ma thèse que j'ai passée en 2020. Donc l'idée de cette thèse, initialement, venait du fait que je travaillais à l'époque à Médecins du Monde Bordeaux et en planning familial, et que très régulièrement en consultation, on accueillait des femmes, notamment des Nigérianes, que l'on savait pour la plupart intégrées dans des réseaux de traite de l'être humain, prostitutionnelle, et que jamais en consultation, ni les femmes ni nous, médecins, nous parlions de la prostitution en consultation. Et il y avait cette impression du coup de ne pas réaliser une prise en charge adaptée à leurs besoins sanitaires. J'ai donc voulu recueillir leurs paroles pour savoir si il fallait ou pas parler de la prostitution en consultation de médecine générale, comment le faire, et explorer leurs expériences et leur vécu en consultation de médecine générale. Donc c'est une étude qualitative que j'ai réalisée de septembre à mai 2019. Du coup, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est que pendant 6 mois, j'ai pu intégrer une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes prostituées à Bordeaux, parce que c'est une population qui est assez isolée, difficile d'accès. Et pendant ces 6 mois, j'ai réalisé des consultations avec le médecin généraliste de l'association, ce qui m'a permis de rentrer en contact avec les personnes, les rencontrer, avoir leur confiance, puis réaliser secondairement les entretiens. Donc au total, j'ai pu faire 17 entretiens auprès de femmes, donc je parlerai d'elles à partir de maintenant, âgées de 19 à 60 ans. Elles avaient de 6 nationalités différentes, pouvaient exercer à la rue, en camion, en hôtel, c'était assez varié. 2 étaient françaises, certaines étaient en situation régulière avec des titres de séjour ou étant ressortissantes européennes. Et malheureusement, un tiers d'entre elles étaient en situation irrégulière avec des obligations de quitter le territoire français. Donc leur parcours de soins révélait les difficultés d'accès aux soins qui sont très bien décrits dans la littérature, donc ça je ne vais pas l'expliquer. Ce qui était assez prégnant, c'était la notion de la multiplicité des acteurs de santé qui les accompagnaient dans leur parcours. C'était notamment lié au fait que pour les femmes exilées, dès que leur titre de séjour ou leur demande d'asile se terminait, ça marquait la fin de leur couverture sociale. Et il y avait comme ça de longues zones, de longues périodes où il était très difficile pour elles de refaire leurs papiers. Elles n'avaient plus de couverture sociale. Et par crainte de stigmatisation, du coup, elles ne pouvaient plus aller voir leur médecin généraliste libéral. Quelque chose qui était présent aussi, c'est le fait que la plupart étaient suivis par un médecin libéral, mais pour certaines, elles faisaient des sauts de puce entre leurs médecins traitants et les médecins associatifs, notamment les médecins des associations spécialisées, parce qu'elles appréciaient aller voir un médecin qui soit informé de leur situation de prostitution. On le verra à la fin à quel point c'était important pour elles. Donc on parle bien évidemment de lien entre la santé et leur stabilité socio-économique. Dès qu'elles avaient des ruptures de droit à la sécurité sociale, une irrégularité du séjour, qu'elles étaient expulsées de leur logement ou quoi, c'était à l'origine d'une précarisation importante et une dépriorisation de leur santé. Elles étaient dans des mécanismes de survie pour beaucoup, malgré des besoins sanitaires très importants. Donc, au niveau des représentations du médecin généraliste, c'était un soignant de premier recours pour elle du fait de son accessibilité. Et elle disait que la proximité du médecin était favorable pour elle à une connaissance mutuelle, à la construction d'un lien de confiance favorable à une continuité du soin. Et à contrario, malheureusement, il y avait énormément d'expériences de soins négatives dans les entretiens à l'origine de ruptures de suivi, comme on peut le voir ici avec le verbatim de Marie. Elles attendaient du médecin généraliste un soutien psychosocial et plus particulièrement psychologique, parce que la plupart d'entre elles avaient de grandes vulnérabilités psychiques, voire des pathologies psychiatriques avérées. Beaucoup avaient des psychotraumatismes suivis en psychiatrie du fait de parcours migratoires souvent
très complexes de la difficulté de leur situation de vie et de leur exercice en tant que tel. Et donc elles appréciaient que le médecin soit à l'écoute de leurs paroles et puisse les soutenir psychologiquement, si besoin, offrir un soutien médicamenteux pour les troubles anxieux ou les troubles du sommeil. Un petit mot sur un phénomène qui me semblait important à décrire, c'était parfois l'intrication entre leur souffrance psychique et les symptômes physiques qu'elles pouvaient avoir, c'est-à-dire que beaucoup avaient par exemple des céphalées ou des douleurs abdominales avec des examens paracliniques qui étaient souvent négatifs, donc des symptômes répétés, inexpliqués, et une souffrance qui était pourtant présente. On voit Jessica qui dit ainsi « Je suis tout le temps mal à cause des problèmes qui passent avant, tout le temps j'ai mal au ventre, c'est écrit, il n'y a rien, mais j'ai très mal ». Et elles appréciaient, même si les examens complémentaires étaient négatifs, que le médecin puisse écouter, ne soit pas dans la négation de leurs symptômes et les soutenir par rapport à ces souffrances. À l'instar de la population générale, elles attendaient du médecin généraliste une attitude bienveillante et empathique. Pour être moins généraliste, elles parlaient de considérer leurs attentes et leurs besoins, et elles appréciaient que le médecin s'investisse, témoigne de son énergie vers une amélioration de leur santé. Elles attendaient également qu'il soit non jugeant et non stigmatisant, et revenait souvent la notion de prendre le temps en consultation. Donc on sait que parfois c'est difficile, mais pour autant c'est leur parole, une écoute attentive, des explications de soins, afin de pouvoir créer un espace de parole. Et à l'inverse, face à un médecin avec lequel elles ne se sentaient pas à l'aise, qui était jugeant ou stigmatisant, ou qui était trop pressé en consultation, c'était des expériences de soins du coup qui étaient à l'origine de ruptures de suivi. Elles arrêtaient d'aller voir ces médecins et arrêtaient parfois même de se faire suivre. On voit Antonia qui dit, elle avait parlé à un médecin de sa situation, elle me regardait choquée, c'est un peu difficile, je dis moi pas passer encore avec toi, donc elle avait arrêté de se faire suivre par ce médecin. La plupart des femmes étaient exilées, donc venait la notion de la barrière de la langue, qui est aussi un frein à l'accès aux soins, et elles appréciaient que le médecin fasse des efforts pour essayer de se faire comprendre, si possible parle une langue qu'elles comprennent. Il faut savoir que certaines parlaient jusqu'à 6-7 langues, beaucoup étaient anglophones, et si besoin utilisent l'interprétariat professionnel. Mirabel parle ainsi d'un médecin qui suivait quasiment toute la communauté nigériane de Bordeaux, qui était anglophone et qui dit « Elle parle anglais très bien pour moi, en tout cas elle essaie, c'est très agréable ». La partie, pour moi, la plus intéressante, c'était la notion de est-ce qu'il faut ou pas parler de la prostitution en consultation et comment le faire. Donc on retrouvait les difficultés de verbalisation qui sont décrites dans la littérature du fait d'une pratique considérée comme honteuse, vectrice d'a priori sociétaux. Elle disait bien sûr ne pas pouvoir en parler face à un médecin avec lequel elle ne se sentait pas bien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elles avaient aussi du mal à en parler face à un médecin qui limitait sa consultation à un soin technique. Par exemple, juste une ordonnance. Roxana disait par exemple dans un verbatim que je n'ai pas mis, qu'elle était allée voir un jour son médecin traitant pour des céphalées parce qu'il lui était arrivé quelque chose dans la rue d'extrêmement difficile, elle n'avait pas pu dormir et elle m'a dit il m'a juste prescrit du paracétamol et m'a dit au revoir, donc je n'ai pas pu lui parler de ce qui s'était passé. Pour autant, elles estimaient qu'il était important que le médecin généraliste soit informé parce qu'elles avaient envie d'avoir une parole libre et sincère, de ne pas mentir. Certaines donnaient même des indices informels au médecin en disant si je prends des préservatifs tous les jours dans son bureau, il va bien finir par comprendre que je suis prostituée. Ça ne marchait pas forcément. Et elles reconnaissaient que le fait de ne pas en parler était délétère à une prise en charge adaptée. Et le point le plus important, c'était, donc là on voit Joy qui dit c'est pour ta santé, si tu ne parles pas et que quelque chose arrive, qui sera capable de t'aider ? Le point le plus important, c'était que pour elle, c'était le rôle du médecin généraliste de poser la question. C'est-à-dire le fait que le médecin pose la question, les autorisait à se confier, les autorisait à parler de leur situation et à l'inverse, le maintien du non-dit en consultation, les engageait à taire leur activité et à rester dans la pudeur et la honte. Le fait que le médecin pose la question était justifié parce que c'est un soignant, du coup, qui justifie qu'ils s'enquièrent de leur situation médico-psychosociale. Et ça nécessitait bien évidemment que le médecin ait les compétences relationnelles et communicationnelles qu'on a vues précédemment et qu'un climat de confiance soit présent dans la consultation. Donc en pratique, l'AHS a publié une recommandation en 2011 qui demande de repérer les personnes en situation de prostitution pour prendre en charge leurs besoins sanitaires. C'est pas facile à faire en pratique. Moi, du coup, j'exerce en Polynésie depuis 4 ans maintenant. Grâce à cette étude, ça a changé ma pratique. J'espère que ça pourra être le cas aussi pour vous. Il faut déjà, pour repérer, savoir
Interroger la sexualité, donc on en a parlé un petit peu précédemment, ne pas avoir peur de poser des questions. Et si besoin, les pratiques à risque. Donc par exemple, demander combien tu as eu de partenaires sexuels. À Tahiti, on tutoie, il n'y a pas de vouvoiement, donc je vais parler tu à partir de maintenant. Donc est-ce que tu as eu plusieurs partenaires sexuels? Est-ce que tu as mis des préservatifs ou pas? Est-ce que tu veux faire des dépistages pour les maladies? Est-ce que tu es inquiet? Être vigilant à la notion de vulnérabilité, l'existence de violences antérieures ou actuelles. Donc, notamment dans la consultation gynécologique, demander est-ce qu'il s'était déjà arrivé quelque chose de négatif en bas, est-ce que tu as déjà vécu une agression. C'est plein de petites questions qui montrent à la personne qu'on a un intérêt pour ce type de problématique, une expertise également qui peut engager la personne à se confier. Et on peut être vigilant face à quelqu'un également qui a une inquiétude sur sa santé sexuelle. Par exemple, quelqu'un qui vient régulièrement pour des dépistages tous les 2 mois, tous les 3 mois, qui dit j'ai des pertes, je me sens sale, je veux vérifier qu'il n'y ait rien, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous indicer vers le fait de, du coup, poser la question. Et donc, ne pas craindre de poser cette question. Ça nécessite bien évidemment d'être bienveillant auparavant, d'avoir su créer un climat de confiance. Si c'est en fin de consultation, dans la rapidité, ça ne marchera pas de fait. Et pour poser la question, il faut savoir justifier le questionnement. Ça, c'est important pour ne pas que la personne se sente stigmatisée par la question, parce que ce n'est pas une question qui est facile à poser. Et justifier le questionnement, ça passe notamment par le fait de dire que cette question, on la pose à tout le monde qui présente les mêmes symptômes en consultation, les mêmes éléments, et que si on pose cette question, c'est pour pouvoir prendre en charge au mieux la personne. Donc par exemple, en consultation, face à quelqu'un qui va dire oui, j'ai eu 5 partenaires sexuels, non, j'ai pas mis de préservatif, je veux bien qu'on fasse les dépistages. On peut dire je vais te poser une question, donc je vais vous poser une question si on est ici. C'est pour te prendre en charge au mieux, savoir s'il faut faire des dépistages, à quelle fréquence il faut le faire, est-ce qu'il y a des moments où tu peux être en danger ou pas. Et je pose cette question à toutes les personnes qui viennent en consultation et qui présentent les mêmes symptômes, les mêmes motifs que toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des rapports sexuels rémunérés? Est-ce que tu as déjà fait l'amour contre de l'argent? Et en fait, si la personne a envie de répondre et se sent en confiance, elle va répondre par l'affirmative. Et je peux vous assurer que ça fonctionne vraiment. Pour autant, on a vu que c'était compliqué d'en parler. Et donc, du coup, il faut aussi savoir respecter le fait que la personne, parfois, ne réponde pas, n'ait pas envie de parler. Et si donc, la communication non verbale, à ce moment-là, est assez importante, on le voit dans les signes, qu'il y a des choses qui sont non dites, et pouvoir dire à la personne, peut-être qu'il y a des choses ultérieurement dont tu voudras me parler, qui sont importantes pour toi, dont tu n'as pas pu me parler aujourd'hui. En tout cas, la porte est ouverte, et s'il y a besoin, je serai là pour écouter. Merci. Bonjour, là-bas, Pauline de Nantes. Merci beaucoup pour ta présentation très claire et très intéressante. Est-ce que on sait quand même qu'il y a de la prostitution aussi chez les jeunes filles, notamment avec beaucoup de réseaux qui essayent de trouver des jeunes filles via les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as cette expérience avec des jeunes filles qui ne sont pas issues des parcours migratoires comme ça? Et comment faire avec elle? Alors du coup, ma thèse, effectivement, à l'époque où je l'ai faite, c'était, je travaillais à Bordeaux. Je vais te répondre par rapport à mon expérience personnelle actuelle, où je travaille dans l'équivalent j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'équivalent d'une PMI à Tahiti et actuellement là en dispensaire. La question de la prostitution et le fait de la repérer, c'est exactement la même chose, quel que soit, à mon sens, le profil de la personne qui est en face de nous. C'est-à-dire que face à une personne qui est adolescente, on sait qu'il y a des moments de prévention particulièrement importants quand on est en consultation de médecine générale, même si parfois on n'a pas le temps. Et moi, je sais que face à une jeune fille, une adolescente que je vois en consultation, systématiquement, je fais sortir les parents et je pose la question de la sexualité. Donc, oui, mais poser la question de la sexualité, c'est pas pareil que de poser la question de la prostitution chez une jeune fille. Donc du coup, en posant la question de la sexualité, on va avec justement en détricotant toutes les indications que j'ai pu énoncer avant, voir s'il y a des pratiques à risque, s'il y a des éléments d'inquiétude ou pas. Donc par exemple, j'ai en tête une jeune fille que j'avais vue en consultation qui m'avait dit justement, oui, actuellement, je n'ai pas de partenaire, mais par contre, je veux bien faire les dépistages, j'ai eu des rapports sexuels dans une voiture, et en fait, du coup, c'était une jeune fille mineure qui était intégrée dans un réseau de prostitution sur l'île, et
et j'ai pu lui poser la question. Il faut amener la question avec, avec tact. C'est-à-dire, c'est pas poser la question de but en blanc, mais dire, ok, il y a ça, plus ça, plus ça. Donc du coup, il y a peut-être un risque de. Donc à un moment donné, je vais pouvoir poser cette question-là en englobant par toutes les précautions que j'ai écrites dans la dernière diapositive. Mais oui, poser la question de la prostitution à une jeune fille en consultation, si elle se sent en confiance, elle va répondre. Si elle est prostituée, elle va le dire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui. Bonjour, Louis Hidalgo, médecin généraliste à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup et pour la présentation très intéressante. Je me posais une question sur un éventuel besoin d'orientation de ces patientes, parce que j'imagine que de temps en temps, on doit tomber dans des situations où il y a des situations d'emprise. Et je me posais la question s'il existait des parcours un peu à l'image des violences conjugales. Est-ce qu'il y a des associations vers lesquelles on peut orienter des patientes qui seraient en demande d'accompagnement liées à leur situation de prostitution? Effectivement, c'est quelque chose qui est majeur. Une fois qu'on a fait le repérage, c'est savoir qu'est-ce qu'on en fait, au-delà de l'aspect simplement médical. Et oui, il y a des associations. Donc là, je peux parler de Bordeaux parce que c'est là où j'étais actuellement. Dans les autres villes, je ne sais pas. Mais par exemple, l'association dans laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois était une association qui comprenait des assistants sociaux, éducateurs, etc., et des juristes également, et donc du coup qui pouvaient permettre aux personnes déjà de déposer plainte s'il y avait des histoires de violence, de les aider dans les réseaux de traite de l'être humain pour essayer justement d'être extraites. C'est extrêmement compliqué en pratique, hein. C'est très très long à faire, mais donc oui, il faut, si on repère, il faut orienter vers les associations dédiées de fait, oui. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver l'information fiable sur les soutiens territoriaux? Oui, là, du coup, je vais... Médecins du Monde, probablement, est présent, moi j'imagine, j'ai plus trop la connaissance de la métropole depuis 4 ans, mais j'imagine qu'ils ont en tout cas les associations sur les agglomérations qui peuvent être aidantes par rapport à ça, mais oui, il ne faut pas hésiter à le faire et c'est nécessaire, oui, bien sûr. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question. Anne-Laure Navarrete, je suis médecin généraliste en zone rurale. Donc William, c'est aussi un petit peu pour toi. Est-ce qu'on a une notion de la différence de prévalence des situations de prostitution en zone rurale et en zone urbaine? Parce que comme ça, j'ai pas l'impression d'être confrontée, mais peut-être je me trompe complètement. Alors c'est toujours un peu pareil. Si on ne pose pas la question, on ne le saura jamais. Le chemsex en rural chez toi est sûrement pas très très développé encore. Chez moi non plus. Mais pour tout vous dire, en fait, on a ouvert un cabinet secondaire en centre-ville, sur l'agglomération de Bordeaux, où la prévalence est très très importante. Je n'ai pas du tout la même pratique d'entretien avec les patients, quels qu'ils soient, et les patientes quels qu'ils soient, par rapport à ces troubles. Je dirais que à chaque fois que je fais des dépistages dans mon rural comme le tien, les dépistages sont négatifs tout le temps. Sur Bordeaux, c'est positif tout le temps. Donc la question de la sexualité, l'orientation, le chemsex, la prostitution éventuellement, les violences sexuelles, elle est systématique dans cette activité-là. Donc je ne peux pas te dire si la prévalence est importante. Est-ce que les campagnes sont encore, je peux dire préservées, mais non concernées par ces sujets-là? Je n'en sais rien sur un plan de lecture scientifique. En tout cas, par la pratique comme toi, je sais que mon exercice est différent à cause de cette prévalence. Merci. Merci beaucoup.